Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Hello Benjamin, Salut Anna. c'est un réel plaisir de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère droit. Je te présente rapidement et tu me complètes. Donc, tu es lead designer chez Pigment. Et voilà, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, je me permets de te redonner un petit peu de contexte. Donc, Pigment, c'est une startup qui a été cofondée par Eleonore Crespo et qui sert donc à planifier de toute la partie financière concernant les entreprises, donc un outil de planification. Donc, vous avez donc levé 65 millions d'euros auprès d'investisseurs américains en septembre dernier. Et je vais même revenir sur une petite interview que j'avais trouvée dans la revue de Challenge qui concerne le fait qu'Eleonore va dire même qu'il souhaite faire de Pigment l'Excel du CAC 40 de demain. Qu'est-ce que Mhm. ça t'évoque? Et voilà, si on peut revenir un peu plus en détail sur ton parcours en tant que tel et ce qui t'a mené à avoir ce type de poste. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, déjà, ce que ça m'inspire, c'est que c'est extrêmement prometteur et c'est super intéressant de travailler pour cette entreprise et cette start-up. On a énormément d'ambition et on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour les réaliser. C'est ce qui est vraiment appréciable venant d'une entreprise française. On essaye d'attaquer le marché américain. On a des clients un peu partout dans le monde. On a des bureaux un peu partout dans le monde d'ailleurs. Et pour moi, c'est super inspirant et super intéressant. Je pense qu'on a un très beau produit, une très belle équipe et un super marché devant nous à apprendre. Et jusqu'ici, ça se passe super bien. Et les clients jusqu'ici sont très contents aussi d'utiliser l'outil. Trop cool. Et toi, donc, si on revient un peu sur ton parcours, donc, tu avais bossé ultérieurement chez Wix. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de switcher vers une boîte comme Pigment? Alors Ouais. Wix, pour rappel, c'est un peu le concurrent des outils comme Squarespace ou comme WordPress, donc qui est un outil no-code finalement de conception de site internet. Est-ce que on peut revenir rapidement sur cette expérience avant de basculer sur ton poste actuel? Ouais, bien sûr. Et même encore avant, j'ai travaillé chez Atlassian, qui est l'éditeur de Jira, Confluence, Bitbucket et ce genre d'outils. Donc Ouais. moi, j'ai eu un parcours où j'ai travaillé dans des très grosses entreprises. J'ai eu la chance, du coup, c'était une de mes ambitions de partir à l'étranger pour travailler et rencontrer ce genre de grosses boîtes, de grosses équipes qui existent depuis très longtemps maintenant, parce qu'Atlassian, ça a plus de 15 ans, je pense. Wix, c'est à peu près de la même chose. Et des entreprises qui ont une taille de plus de 3000, 4000 employés, avec des équipes de designers qui varient, mais qui sont au-delà de la centaine. Donc, c'est une manière de travailler, une manière d'aborder le design qui est très différente. Et moi, c'est ça que je recherchais. C'était justement en tant que designer, où j'ai fait une école de design à Nantes. Je discutais à l'époque avec beaucoup de startups, beaucoup d'entreprises, mais j'avais l'impression que justement, on était encore un peu en deçà de ce qui se faisait dans les autres pays, aux États-Unis ou dans d'autres pays notamment. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à partir d'abord chez Atlassian à Sydney en Australie, où j'ai pu travailler là-bas et du coup un peu me confronter ma méthode et apprendre énormément. Pour moi, c'était extrêmement éducatif de travailler dans ces entreprises-là. Au-delà des missions que j'ai faites directement dans ces équipes, c'était surtout la chance de pouvoir voir comment on opère ce genre de produits qui ont des centaines de milliers d'utilisateurs ou des centaines de millions, même dans le cas de Wix, et de voir comment est-ce qu'on prend des décisions design, comment est-ce qu'on traite le produit, comment est-ce qu'on collabore avec des product managers, avec des ingénieurs, comment est-ce que on fait pour faire grossir, comment est-ce qu'on prend des risques aussi dans ces grosses entreprises. Donc pour moi, c'était extrêmement formateur, extrêmement éducateur. Lorsque j'étais chez Wix, ensuite, qui est basé à Tel Aviv, c'était un peu la même chose, la même démarche, avec en plus l'opportunité de devenir lead designer déjà chez Wix et de pouvoir recruter, me confronter du coup à des problématiques de management et de découvrir un peu ce que ça fait d'être en charge d'une équipe et de créer son équipe. Ce qui, une fois de plus, a été hyper enrichissant pour moi de découvrir, au-delà d'être simple designer, comment est-ce qu'on crée une structure dans une équipe, comment est-ce qu'on collabore, comment on fixe ses objectifs, etc.
Et à la suite de ces expériences, j'avais un peu le sentiment de me dire, bah, tiens, j'ai l'impression de plus progresser ou j'ai du mal à voir quelle est l'étape suivante pour moi dans ces grosses structures. Et forcément, les grosses structures dit aussi beaucoup de politique en interne, c'est normal. Et beaucoup quand des décisions sont partagées entre des centaines de designers, forcément, on a moins d'agilité, moins de rapidité, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui est fait ou on se rend compte que la manière de travailler ne suit pas forcément sa vision ou son éthique. Euh, et du coup, c'est un peu ce qui m'a poussé à aller chez Pigment lorsque Éléonore m'a contacté via email. Je n'ai aucune idée de comment elle a trouvé mon profil, mais du coup, on a commencé à discuter. Ils m'ont parlé un peu des ambitions de Pigment et je me suis dit que c'était un challenge assez énorme et hyper intéressant pour moi, qui était en quelque sorte de me dire et si sur les 7 dernières années que j'ai passées à travailler dans ces gros groupes, est-ce que moi j'ai la capacité de recréer ça? C'était un peu cette démarche-là que j'ai pris. J'ai dit, j'ai étudié, j'ai vu énormément de choses, j'ai travaillé dans ces structures. J'ai l'impression que je pourrais réussir à créer quelque chose de similaire et j'ai envie de me donner ce challenge-là. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on en est très loin. On n'est pas du tout une centaine de designers, loin de là. On est quatre sur le parti product design. Mais pour moi, c'est un peu cette idée-là. C'est ce que je vois chez Pigment, c'est qu'on a la, l'opportunité de créer quelque chose d'assez similaire à ce qu'ont fait des entreprises comme Atlassian ou Wix. Et je me suis donné ce challenge de le recréer sur une thématique différente, forcément, mais d'aller dans la même lignée. Ouais, mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, effectivement, enfin, par rapport à tes premières expériences, c'est vrai que c'est pas la même taille, la même maturité des entreprises. Donc, je pense que ça t'a permis aussi de prendre la hauteur suffisamment pour arriver dans une startup et la faire grossir tel que c'est le cas actuellement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle? Est-ce que c'est toi qui donnes la vision? Parce que t'es lead designer, donc est-ce que par rapport aux équipes que c'est toi qui segmente un petit peu sur je sais pas la discoverability, donc tout ce qui est découvert, tout ce qui est plus l'idéation, tout ça, enfin comment vous êtes structuré en interne par rapport si on reprend bah, typiquement la méthode de design thinking. Ouais, bien sûr. Bah déjà, par rapport à ton premier point, c'est sûr que travailler dans ces entreprises et voir, par exemple, comment on gère un design system pour 150 designers et comment est-ce qu'on le distribue à travers l'entreprise, comment on en fait une référence, avoir été dans une boîte qui a fait ça depuis des années et pour qui c'était un sujet qui était complètement acquis, forcément, ça donne une perspective et une vision et puis ça donne, en fait, ça minimise carrément le risque de devoir le créer soi-même et ça enlève énormément d'hésitation parce que on a justement, j'ai vu comment ça se mettait en place, quelles décisions étaient plus importantes que d'autres, quels risques on pouvait prendre et quels risques n'étaient en fait même pas si importants que ça. Et c'est un peu comme tu dis, cette maturité que j'ai amenée, mais aussi que j'ai trouvé au sein de Pigment. Parce que malgré le fait que ce soit une start-up, ça reste une start-up qui est très mature avec beaucoup d'employés seniors. Et quand j'ai rejoint l'équipe, donc déjà nos cofondateurs, Eleonore qui a travaillé chez Google, chez Index Venture, qui est très calé sur toute la partie business, et le deuxième cofondateur qui est Romain Nicoli, qui a cofondé Criteo, donc qui est une des très grosses entreprises, une des premières licornes françaises, étaient déjà deux personnes qui avaient énormément d'expérience et qui avaient déjà monté leur start-up et leurs entreprises et qui avaient déjà Criteo, qui a déjà fait une entrée en bourse au Nasdaq il y a assez longtemps. Donc c'était déjà des cofondateurs très matures et qui savaient à peu près ce qu'il faut faire et qui avaient une vision très claire sur ce qu'ils voulaient faire. En plus de ça, l'équipe que j'ai rencontrée, les product managers, les ingénieurs, étaient tous des personnes qui étaient au-delà du niveau de senior. C'était même pas cette académie-là, c'était des personnes, des ingénieurs qui sont ingénieurs depuis une quinzaine d'années, qui travaillaient chez Criteo avant, qui avaient vu des systèmes énormes. Donc c'était en quelque sorte d'une start-up, mais avec la maturité déjà d'un grand groupe et des personnes qui savaient déjà faire toutes ces opérations-là. Et ça nous a permis déjà d'avancer très vite et de prendre énormément de décisions très rapidement dans l'entreprise parce que tout le monde avait cette espèce de certitude de savoir comment gérer les problèmes, où aller et avait cette vision un peu long terme de si on réussit cette phase-là,
qu'est-ce que Pigment va devenir, quelle va être la taille de l'entreprise et comment ça va s'agencer. C'est des choses qui sont assez ancrées au sein de beaucoup des employés parce que justement, on a toute cette maturité, cette seniorité en interne. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, quel est mon rôle et comment je me suis inclus dans la boîte. Donc au début, quand je suis arrivé, c'était très jeune. On était, je crois que j'étais le 18e personne arrivée, quelque chose comme ça. Et niveau design, c'était très très jeune. Il y avait eu assez peu de choses qui étaient faites et il n'y avait pas de vrais designers en interne. C'était une fonction un peu partagée entre product manager. Il y avait un premier designer qui aujourd'hui est devenu front-end développeur parce qu'il avait plus d'affinité avec le développement. Donc il y avait un petit peu tout à créer et tout à mettre en place. Et moi, les premières choses que j'ai voulu faire, c'était justement mettre en place toutes ces fondations que je connaissais, que j'avais déjà vues dans les entreprises passées que j'avais vues, que j'avais étudiées assez longuement. Et je me suis dit, plus tôt on met tout ça en place, un design system, une forte architecture d'information, une navigation, etc. Tout un tas de briques qui vont nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc c'est un peu toute cette vision-là que j'ai lancée et que j'ai l'idée sur ma première année de dire si on veut réussir en tant que SaaS aujourd'hui dans cet environnement, voilà toutes les best practices qu'il faut qu'on mette en place qui nous permettront de faire de beaucoup de sujets et beaucoup de problématiques, des non-sujets en fait, parce que le moment où on aura réglé cette navigation en l'imaginant sur le long terme, on n'aura plus besoin de se reposer cette question-là, on n'aura plus besoin de se dire mais où est-ce qu'on va mettre cette page, à quoi ça va ressembler, comment l'utilisateur va aller d'un endroit à un autre. Plus rapidement on peut régler ça et plus on peut ensuite se concentrer sur les vrais problèmes, les vraies thématiques qui sont c'est quoi le business planning, comment les utilisateurs veulent faire du business planning, comment ça se met en place dans des entreprises qui sont à mon sens les vraies thématiques design en fait qu'il faut qu'on aborde et de faire justement de toutes ces problématiques design system et interface très secondaires, que ce soit des choses qu'on puisse régler soit en quelques mots, soit qu'on puisse y tirer très facilement dessus si on a besoin, mais que ce soit pas ça le cœur du métier de designer ou de la problématique de designer dans l'équipe. Hyper intéressant. Et justement, tu as évoqué la notion de design system. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Comment tu as pu mettre en place, c'est tout un sujet, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir son propre design system, c'est quelque chose qui est devenu un must. C'est-à-dire que toutes les boîtes le déploient parce qu'effectivement, bah, tu gagnes énormément en termes de timing, ça va beaucoup plus vite côté prod. Donc, est-ce que tu peux nous livrer un peu tes best practices pour mettre ça en place? Ouais, bien sûr. Je pense que déjà la manière dont j'aborde le sujet du design system, c'est en effet voir comment est-ce qu'on peut créer un outil en fait qui va nous permettre non seulement de délivrer plus rapidement, mais d'acter un ensemble de décisions qui vont être partagées entre tous les acteurs de l'entreprise, de l'équipe produit. Donc que ce soit aussi bien partagé entre les ingénieurs que les designers et que les product managers. Donc, par exemple, le design system, c'est pas quelque chose l'équipe design n'est pas forcément owner du design system chez Pigment. C'est quelque chose de partagé avec les ingénieurs parce que on sait que c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'outils qu'on veut mettre en place tous ensemble pour aller plus vite. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà très bien compris chez Pigment et dans l'équipe lorsque je suis arrivé. Donc il y a eu aucun mal à essayer de vendre ce concept ou quoi. C'était déjà en place et tout le monde comprenait complètement l'intérêt d'avoir ce système-là dans l'équipe. Moi, le travail que j'ai fait, en fait, c'était plutôt un travail de se poser la question, comment est-ce qu'on peut augmenter la vélocité et comment est-ce qu'on peut réduire le nombre de décisions et comment est-ce qu'on peut créer une cohérence globale dans l'outil Pigment, une cohérence de langage visuel et de pattern d'interaction, tout en gardant une grande vélocité et aussi au fur et à mesure qu'on va scaler nos équipes, qu'on va avoir de plus en plus d'ingénieurs, de plus en plus de designers, comment est-ce qu'on fait pour minimiser le risque d'interprétation personnelle de chaque personne par rapport au design system. Et c'est comme ça que j'ai abordé la chose. C'est une des premières problématiques ou un des premiers objectifs que je me suis fixé. C'est comment est-ce qu'on fait pour minimiser ces interprétations personnelles. Et ce que j'entends par là, c'est de dire comment est-ce qu'on crée un design system avec le moins d'éléments possible
de façon à ce qu'il y ait le moins de décisions à prendre. Donc, par exemple, quand je suis arrivé, on avait peut-être 28 styles de texte différents types de headers, différentes familles de typographie. C'était très simple de passer de regular à medium, à semi-bold, à bold, etc. Donc ça faisait en fait ça créait le fait que chaque designer pouvait, à son appréciation, choisir en fonction de ses goûts personnels à quoi allait ressembler une page et est-ce qu'on allait mettre du bold pour pour mettre en avant telle information ou le mettre plus gros ou faire autre chose. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit ça à aujourd'hui, je pense qu'on a 8 styles de texte maximum, quelque chose comme ça. Donc j'ai essayé de minimiser l'ensemble des briques de manière à ce que on ait une cohérence un peu by design, on va dire. C'est-à-dire plus on réduit le nombre d'éléments et c'est un peu la même chose. On a défini des guidelines sur, on a enlevé le nombre de types de composants. Avant, on avait small, regular, large, quelque chose comme ça. On a enlevé tous les larges. On a dit on a que des small et des regular. Ensuite, on a mis des guidelines sur les small sont utilisés dans tel contexte, les regular dans tel contexte. On a repris tout l'ensemble de la palette de couleurs pour avoir uniquement les couleurs dont on a besoin. Donc, on a peut-être 3 teintes de rouge, 3 teintes de vert, 3 teintes de, non, 2 teintes de jaune parce qu'on n'a jamais eu besoin d'en avoir une troisième. Et c'est avec cet ensemble de décisions en fait on a créé uniquement les outils dont on a besoin aujourd'hui à ce stade, ce qui permet maintenant à chaque fois qu'on veut augmenter le design system, créer de nouveaux composants ou de nouveaux tokens, c'est une vraie discussion qu'on peut avoir dans l'équipe, aussi bien entre ingé et designer, de se demander est-ce qu'on en a vraiment besoin. Et est-ce que on pourrait pas faire la même chose en réutilisant les outils qui sont déjà disponibles? Donc ça, c'est vraiment une manière de penser, de dire qu'il faut que on minimise au maximum le set de blocs qu'on a dans notre système. Et ça, c'est un peu la première étape qu'on a mis en place, c'était d'avoir cette vision qu'on a réussi à lancer. Et en parallèle de ça, il y avait d'autres briques du produit sur lesquelles on a travaillé parce que je pense que le design system, ça se limite pas forcément aux composants, au UI kit sur Figma, aux composants React. C'est un peu aller au-delà et c'est la question qu'on se pose en ce moment, c'est qu'est-ce qui fait que le design system de Pigment est propre à Pigment et c'est pas un simple framework que n'importe quelle entreprise pourrait réutiliser. Donc, on essaye de comprendre et de justement se poser la question de qu'est-ce qui fait que les utilisateurs de pigments ont un réel besoin, ont une réelle manière de réfléchir, une réelle manière de travailler. On essaye de comprendre qui ils sont et on essaye du coup, optimiser notre design system et nos patterns d'interaction pour ces utilisateurs-là. Pour donner un exemple, c'est des utilisateurs parfois qui proviennent de Excel ou qui proviennent de ce genre d'outils qui sont extrêmement expérimentés avec la technologie. Et donc, un des principes fondateurs qu'on essaye de mettre en place, c'est qu'à chaque fois qu'on design une nouvelle fonctionnalité, on se demande comment est-ce que on peut réussir à atteindre l'objectif avec le moins de clics possible. Ou alors, comment on fait pour atteindre cet objectif sans utiliser sa souris? Parce qu'on sait que c'est des utilisateurs qui utilisent énormément leur clavier et qui veulent aller le plus rapidement possible et l'outil ne devrait pas être un obstacle pour eux pour atteindre leurs objectifs. Ça devrait juste être fluide et aller le plus rapidement possible. Donc ça, c'est le genre de secondes briques qu'on essaye de mettre en place qui sont plus tellement de l'ordre du design system comme on peut l'entendre, mais plus autour des grands principes fondamentaux de qu'est-ce qui fait que être designer chez Pigment, c'est réfléchir d'une manière particulière. Ouais, je comprends, mais surtout que c'est vrai que c'est un vrai challenge dans le sens où effectivement les utilisateurs de pigments, ça va être des personnes qui sont expérimentées sur le sujet. Et à ce niveau-là, j'imagine que la phase qualitative de recherche utilisateur, etc., ça doit être quelque chose que vous mettez en place de façon récurrente, d'autant plus que, enfin, je sais pas, dis-moi comment ça se passe en interne. Est-ce que finalement vous êtes tous assez calés avec le temps sur ce type d'outil-là, ou est-ce que justement ça a mis du temps à se mettre en place? Enfin, ça a mis énormément de temps, forcément. Même moi, aujourd'hui, je peux pas prétendre à être un expert de la finance. Je suis très loin de là. Il y a Ouais. énormément de connaissances à, à- comment on dit, à récupérer, à faire, à comprendre.
Pour ça, on a plusieurs méthodes. Déjà, c'est quelque chose qu'on teste durant les interviews de designers. On montre le produit, on les fait tester la plateforme, on essaye de voir comment ils le comprennent, parce qu'on sait que c'est un outil compliqué avec une structure de données très complexe. Donc, n'importe quel designer ne se sentirait pas forcément à l'aise à designer ce genre de software. Euh, mais en plus de ça, on a la chance d'avoir, enfin la chance, je sais pas, mais on a en interne forcément une équipe qui s'occupe de l'onboarding et de l'implémentation de nos clients, de l'accompagnement de nos clients. Donc ça, c'est une première source d'information qu'on peut avoir, nous, en tant que designer. C'est lorsqu'on design une nouvelle fonctionnalité, on peut directement la faire tester avec un panel d'utilisateurs pour qui il y a un coût qui est assez minime, puisque c'est des personnes qu'on peut croiser au bureau à qui on peut montrer les interfaces rapidement, on peut leur faire tester des prototypes sur une pause ou entre deux réunions. Donc ça nous apporte énormément de valeur et ça nous apporte énormément de connaissances. Ouais, bah, c'est hyper important de détecter bien leurs habitudes aussi pour pouvoir enfin, faire en sorte que ce soit au maximum personnalisé de ce côté-là. Mhm. Et du coup, donc, côté collaboration, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des squads? Quelle est un peu la culture en interne pour mettre en place des process de ce côté-là? Ouais, bien sûr, on a une structure qui est assez classique. Je pense que le point qui est un peu différent d'autres entreprises, c'est on change assez régulièrement d'équipe au sein de Pigment. Étant donné on est assez jeune comme entreprise, on est aussi une petite équipe, notamment en design, on n'est que 4 designers aujourd'hui. Donc on a ce besoin d'avoir beaucoup d'agilité. Donc comment ça se matérialise? On a un process qui est assez structuré. On opère par quarter, donc tous les 3 mois, on a une liste de fonctionnalités qu'on veut réaliser pour ce quarter, qui a été défini en amont avec entre dans l'équipe product manager qui récupère les besoins de plusieurs clients, qui récupère les insights de l'équipe tech et de l'équipe design et qui planifie la roadmap sur le quarter qui arrive. Et ensuite, on va avoir des squads qui vont être créés en fonction des thématiques du quarter. Les squads, en général, ça va être plutôt une équipe d'ingénieurs avec un PM ou 2 PM assignés en fonction de la quantité de travail. Et les designers, eux, vont venir se positionner par-dessus. Donc, on essaye de faire, c'est d'avoir toujours un designer qui a attribué une fonctionnalité, une grosse fonctionnalité ou un gros projet du quarter, donc qui va être directement impliqué dans cette squad et participer au stand-up, aux réunions, au planning avec toute cette squad pour pouvoir réaliser les objectifs de la feature du quarter. Mais étant donné qu'on a souvent beaucoup plus de projets et on a beaucoup plus d'ingénieurs que de designers, forcément on a autre chose, on peut pas se limiter à une personne par équipe. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est que en fonction des besoins qui arrivent durant les semaines, on va soit déplacer les designers, soit ils vont opérer entre différentes équipes. Les sujets vont changer. Il y a aussi forcément une logique de timeline entre le travail qu'a fait un designer, le temps d'implémentation et la suite des opérations sur la feature. Il y a toujours un décalage forcément. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un designer attitré par équipe. Et ça, on va dire, ce qui est assez bénéfique là-dessus, c'est que les designers, du coup, peuvent non seulement opérer cross-platform, donc sur n'importe quelle fonctionnalité, parce que ils ont tendance à avoir touché à n'importe quelle équipe, à n'importe quelle partie du produit, ce qui leur donne une énorme connaissance de toute la plateforme, de tout le système, et ce qui permet de garder en plus une certaine cohérence dans les interactions, une certaine cohérence dans le langage visuel, parce que on essaie, quand quelqu'un a pu travailler sur plusieurs parties, plusieurs thématiques différentes, ça renforce sa connaissance, ça renforce sa collaboration avec le reste de l'équipe, ça lui fait aussi découvrir des manières de travailler qui sont différentes, ça lui permet d'optimiser son process. Donc ça a beaucoup de points bénéfiques, le fait qu'on soit un petit peu en dehors des équipes et qu'on va s'injecter
sur des périodes, on va dire, soit d'un mois, parfois un petit peu moins, parfois un peu plus. Et ensuite, chaque quarter, on va dire, on refait un peu tout ça parce que les objectifs changent, les fonctionnalités changent. Et comme j'ai dit, on est une startup, donc on a besoin de garder beaucoup d'agilité, de pouvoir répondre aux besoins clients très rapidement s'il se passe quelque chose, si on a des opportunités ou autre. Tu peux nous partager un peu ton feedback concernant cette dernière levée de fonds? Ouais, bah, sur la levée de fonds, mon feedback, on va dire que c'est extrêmement prometteur. On va dire, c'est extrêmement rassurant d'avoir fait non seulement une levée de fonds l'année dernière et d'avoir pu l'augmenter en faisant un nouveau tour. Donc c'est pas un nouveau tour au sens on n'est pas passé de série B à série C. C'est plus une augmentation de notre série B parce que pourquoi on a fait ça? Parce que déjà, on a eu des gens qui nous ont demandé, qui voient l'impact et l'intérêt et les opportunités de Pigment et qui ont envie de miser sur nous. Et du coup, c'est extrêmement prometteur de voir que sans chercher à lever des fonds, on a pu faire une levée. Et ça va nous permettre justement de rester très concentré sur notre mission, sur nos objectifs, de pas se poser de questions et de pouvoir continuer à opérer comme on le souhaite. C'est avant tout ça, en fait, cette levée de fonds, je pense, c'est se garder une certaine liberté sur l'équipe et sur les objectifs et de pouvoir avancer et d'aller aussi loin qu'on le souhaite. Yes. Et la petite question de la fin. Voilà, parmi vos clients, on a vu qu'il y a des grands acteurs comme Sigma, Deliveroo, Ledger. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait pour arriver à closer des entreprises de cette taille-là grâce à un outil comme Pigment? Ce que j'en pense, c'est que c'est assez incroyable. Moi, je suis super impressionné de designer un outil qui est utilisé par l'outil que j'utilise pour designer Pigment, qui est Figma, qui est une boîte que j'adore et que j'admire sur tout ce qu'ils ont fait. Donc, je suis extrêmement heureux de voir qu'ils utilisent Pigment et qu'ils l'apprécient. C'est extrêmement motivant, c'est inspirant, ça donne envie de faire plus et d'être à la hauteur justement de leurs attentes. Pour nous, comment on fait pour closer ce genre de boîte? Il faudrait demander au reste de l'équipe. C'est un travail d'équipe avant tout. Ce qu'on fait chez Pigment, c'est surtout ça. On a une équipe d'ingénieurs qui est excellente. On a eu des product managers qui sont super enrichissants et qui ont une super collaboration et qui donne une super vision sur le produit. On a une équipe de vente qui arrive à justement contacter ce genre d'entreprise et qui arrive à les amener jusqu'à signer. On a une équipe de Customer Success Manager qui sont adorés par nos clients. Donc, c'est avant tout, c'est comme ça qu'on arrive. On est très focus sur nos objectifs. On sait où on veut aller et on reste concentré sur notre exécution. Je pense que c'est ça, un peu la culture de Pigment. C'est un ensemble de personnes qui adorent leur métier, qui sont passionnés par leur craft et qui le mettent au service de Pigment et qui veulent faire de cette boîte quelque chose dont on peut tous être fiers. Trop cool. Bah écoute, merci Benjamin pour cette interview. Je t'en prie. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast. J'en profite pour vous annoncer la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye des infos sur le product design et management ainsi que sur le digital en général. hémisphère-droit.substack.com. Merci et à très bientôt.